suis très content d'être là justement pour vous présenter un petit peu le sujet sur lequel on travaille au sein de DeepLens depuis 3 ans, 3 à 4 ans maintenant déjà. Et donc au sein de DeepLens, on travaille sur tous les sujets autour de la data, de l'IA et de la psychologie. On a mêlé un petit peu les 3 sujets pour discuter justement du sujet de l'hyper-personnalisation. Et notamment, on va voir comment l'IA peut être mise au service de l'hyper-personnalisation, avec un focus forcément sur le secteur de l'assurance. Donc pour expliquer très rapidement d'où je viens un petit peu, moi à la base je suis plutôt profil tech, je suis ingénieur informatique depuis 2017. En 2019 j'ai créé la société DeepLens avec 2 associés, où là on a commencé par développer en fait un logiciel de mise en conformité au RGPD. Donc c'est notre première activité, on connaît un petit peu tout ce qui est lié au RGPD forcément, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire avec la RGPD. Et depuis 2020 en fait on s'est dit pourquoi pas mettre à disposition de nos clients des solutions, donc le privacy first en l'occurrence, donc respectueuse de la vie privée, pour pouvoir exploiter les données dans tous les cas, et notamment s'orienter vers la business intelligence. Et donc dans ce sens-là, on s'est focalisé sur 2 produits, donc Media Analytics qui nous sert sur l'analyse web. On peut comparer ça un peu à du Google Analytics ou du Matomo déjà configuré pour la partie RGPD. Et on pousse un petit peu la chose puisqu'on récupère les données dont on a vraiment besoin de notre côté. Et je vous montrerai un petit peu comment on s'en sert. Et le deuxième projet, c'est Indy Mirage, notamment dédié à l'hyper-personnalisation. Mais pareil, on va en discuter juste après. Avant de commencer, je suis désolé, je vais vous attaquer un petit peu avec la data, mais l'idée c'est pour vraiment placer le contexte en fait, de pourquoi la personnalisation c'est important, notamment dans le secteur de l'assurance. Donc, dans le secteur de l'assurance justement, on a 58% des Français qui ont le sentiment que les assurances sont facilement interchangeables. Vous allez voir en quoi ça peut être important cette data-là. 74% des jeunes de moins de 35 ans n'ont pas créé de lien avec leur assureur. 65% des jeunes de moins de 35 ans trouvent les prestations similaires parmi tous les assureurs. Et enfin, pour 69% des cas, la cause principale justement du fait de quitter son assureur, c'est la hausse des prix. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'on a encore des hausses des prix qui sont prévues là pour l'année prochaine. Sur l'aspect personnalisation pure, quel est le sentiment du marché aujourd'hui? Donc on a 70% des clients qui estiment que les communications actuelles ne sont pas assez personnalisées ou pertinentes. On reçoit trop de mails génériques qui ne sont pas forcément adaptés à notre besoin sur le moment. 40% des clients qui sont prêts à changer d'assureur en cas d'offre concurrente personnalisée. Le taux de satisfaction actuel du niveau de personnalisation est seulement de 35%. Et enfin, on a 80% des consommateurs qui sont plus enclins à choisir une entreprise qui offre des offres personnalisées. Voilà, ça c'est pour l'état du secteur en fait, pour comprendre un peu plus quel est l'intérêt de cette partie personnalisation. Et donc pour résumer un petit peu la problématique principale justement de ce secteur-là, on a un secteur qui est très concurrentiel, je ne vous apprends rien de ce côté-là, notamment avec la partie innovation apportée par les assurtech. On a un manque de personnalisation globale. On a des personnes à cible très hétérogènes aussi à cibler sur les sites, que ce soit dans les campagnes marketing en général. Une personne âgée n'est pas forcément le même profil qu'une personne étudiante. On a besoin de différencier absolument les offres et services pour démarquer de la concurrence. Et si je rajoute à ça toute la partie contrainte réglementaire, notamment le RGPD, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la donnée, donc ça rajoute encore un petit frein de ce côté-là. Autre petit point intéressant, c'est les nouveaux usages grâce à l'IA. Je crois qu'il y a pas mal de confrères qui ont parlé de LLM, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que vous connaissez tous ChatGPT. Mais aujourd'hui, dans le secteur de l'assurance, on a 27% des clients qui vont échanger avec un chatbot et 70% des clients qui sont prêts pour des opérations simples en fait. Ils sont prêts à l'utiliser pour ces cadres-là. Et dans le secteur global de l'IA, on a 33% des clients qui ont utilisé ChatGPT pour des tâches très précises. Ça offre des nouvelles opportunités. Et par exemple, en fait, on va retrouver la compréhension des garanties et couverture des contrats, comment trouver un produit adapté justement à nos besoins, et enfin déclarer un sinistre. Donc, tout ça, c'est les nouveaux usages de l'IA. Et si je vous en parle, en fait, concrètement, c'est parce que je pense, et c'est ce qu'on pense au sein de l'IPS notamment, que le public est prêt pour ce qu'on va vous présenter juste après. Parce que je vais vous le présenter juste après. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, notamment l'hyper-personnalisation. Qu'est-ce que c'est? Juste très rapidement, est-ce que ça vous parle ou pas ce terme-là? À main levée. Non, personne. Donc, l'idée de l'hyper-personnalisation, en fait, c'est d'analyser la donnée en temps réel, de faire des analyses prédictives en plus, et d'ajouter un brin d'intelligence artificielle. Et l'objectif de tout ça, concrètement, ça va être d'offrir aux prospects le bon produit au bon moment. Donc là, on est plutôt orienté sur une solution web, c'est ce que je présenterai juste après. Mais le comment, en fait, qui est important, c'est analyser en fait les interactions récentes de l'utilisateur, son comportement en temps réel, pour comprendre en fait le contexte, son besoin, et essayer d'y répondre au moment venu. Quels sont les impacts potentiels de l'hyper-personnalisation pour essayer encore une fois de vous convaincre de son intérêt?
On va retrouver dans un premier temps plus 10% de revenus. Donc là, c'est les études qui ont été menées en 2023-2024. Donc forcément, ça dépend du secteur, ça dépend de la boîte. Parce que là, on n'est pas forcément focalisé sur le secteur de l'assurance, mais c'est le marketing digital en général qui a obtenu ces résultats-là. Donc plus 10% de revenus au minimum, jusqu'à plus 20% de conversion directement sur le site et sur le tunnel de vente en général, et plus 20% du NPS, le Net Promoter Score. Juste très rapidement, si ça ne vous parle pas, le NPS, c'est un outil de mesure de fidélité client qui va analyser en fait à quel point les gens sont prêts à recommander votre marque. Pas forcément un produit, est-ce qu'ils sont contents du produit ou pas, mais vraiment est-ce qu'ils sont prêts à recommander votre marque à des amis, à la famille, peu importe. Ça peut être un très bon outil à travailler pour la partie acquisition. Donc, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner un cas d'usage en fait concret. Donc là, c'est un cas d'usage avec une banque québécoise qu'on avait pu rencontrer. Donc là, en fait, ça devrait parler à tout le monde, parce que sur le site, on a 3 profils clients qui peuvent varier sur le site, donc c'est des prospects en l'occurrence. On va avoir Monique, Lisa et Adam, qui ont des âges différents, des classes sociales différentes, une maîtrise du web aussi différente, on ne maîtrise pas tous l'informatique de la même manière. Et on va pouvoir associer des profils. Donc ça, j'y reviendrai juste après. Mais pour caricaturer un petit peu, on va dire que certains sont plutôt émotionnels, certains ont un fonctionnement plutôt rationnel. Et on va essayer de se baser sur tout ça pour pouvoir proposer l'hyper-personnalisation. Donc ce qui se passe concrètement, c'est qu'on a un site générique qui convient à tout le monde avec un message. On va avoir Monique qui va se connecter avec une intention particulière, avec un type d'appareil particulier. On a Lisa qui va se connecter avec un type d'appareil particulier également, donc un smartphone en l'occurrence, et un smartphone iOS avec Safari. Elle a envie de trouver une banque en fait, qui propose des placements financiers plus intéressants, plus modernes. Et le dernier, c'est Adam, qui est plutôt étudiant. Lui, il est plutôt sur Android, Pro, c'est une caricature bien sûr. Et lui, il va rechercher une banque qui va l'accompagner durant toute sa carrière et le début de sa carrière. Concrètement, si on schématise un petit peu ce qui se passe, c'est qu'on a une seule version du site, comme je l'ai dit, pour 5,7 millions de visiteurs mensuels. Donc là, c'est les chiffres des jardins estimés par un outil et pas donné sensible de ce côté-là. On va avoir Monique pour l'exemple, en fait, elle est convaincue par le message de l'esprit côté humain du site, concrètement, donc elle va adhérer au service. Peu importe le service, c'est pas l'objet. Mais par contre, Lisa et Adam ne vont pas forcément se sentir concernés par le message mis en avant sur le site. Et donc, ils vont aller sur notre site concurrent. Là, c'est le schéma un petit peu actuel de ce qui se passe sur le marché. La question qu'on s'est posée, nous, au sein d'IPM, en fait, c'est si jamais Lisa avait vu cette version-là, je ne vais pas vous faire jouer au jeu d'essai de devinette, mais concrètement, on a le titre qui a été modifié, le texte qui a été modifié, le lien qui a été modifié et l'image aussi. Donc là, c'est pour l'exemple. Pareil, on va en voir un petit peu plus juste après. Mais qu'est-ce qui se serait passé si elle avait vu ça? Et si Adam avait vu cette version-là aussi, qu'est-ce qui se serait passé? Donc quelque chose de plus orienté vers les jeunes, vers l'avenir, un message un petit peu différent, qui ne va pas forcément à l'encontre des valeurs de la société, mais qui va venir essayer de préciser un peu le message pour une cible particulière. Dans un monde idéal, ce qu'on dit, c'est que si ces 3 versions étaient capables de s'afficher en même temps dans ces 3 profils-là, on serait capable de convertir les 3. C'est dans un monde idéal, bien sûr, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, mais on pense qu'en étant capable de proposer cette expérience d'hyper-personnalisation, on pourrait maximiser les taux de conversion sur le site en adressant le bon message. Donc le résultat, ce serait que les 3 adhèrent au service en l'occurrence de Desjardins, mais c'est des choses à travailler. Et donc comment ça fonctionne concrètement? Donc, on va avoir Monique qui va se connecter avec son ordinateur. On a un ordinateur avec un navigateur Edge. On a plein de caractéristiques en fait, qu'on peut récupérer qui sont des données non personnelles, qu'on ne va pas utiliser à des fins d'identification, c'est pas l'intérêt du sujet. Et on va savoir quel type d'appareil elle utilise, à quel moment de la journée elle se connecte, à quelle vitesse elle va défiler sur le site, quel est son niveau de maîtrise du web. Donc elle se connecte sur desjardins.com. On va récolter toutes ces données de façon anonyme. Pas besoin de réidentifier Monique, c'est pas le but de notre projet. Et en fait, on va avoir une première couche d'IA qui va venir prédire et classifier le profil de Monique. Donc en l'occurrence, pour l'exemple, on va labelliser passe-temps, c'est pas forcément ce qui est important, c'est juste pour se retrouver. Nous, de notre côté, on travaille avec une ingénieure en psychologie du comportement qui est capable de labelliser justement les profils et de dire, bon, les passe-temps, ils sont plutôt intéressés par la curiosité et la découverte. Donc à partir de là, en fait, on a une deuxième IA qui va prendre le relais. Donc là, ça va être de l'apprentissage par renforcement. En fait, l'idée, c'est que l'IA soit capable de tester par plusieurs versions alternatives du site et d'afficher les bonnes actions au bon moment sur ce site-là et les convertir. Donc là, j'ai mis un exemple pour Monique, en l'occurrence. Ça peut être une pop-up personnalisée avec un message particulier, avec pourquoi pas un affichage de mail aussi. On sait que ça fait réagir pas mal les gens et ça peut pousser à cliquer. Mais c'est des actions concrètes qu'on peut mettre en place sur le site en temps réel. On a des possibilités à ce niveau-là qui sont assez infinies, dans le sens où, dès l'instant où on peut modifier quelque chose sur le site, on peut proposer une action qui va bien. Ça peut être de la modification de la réécriture de texte. Dans le e-commerce, ça peut être des réécritures de fiches produits. On sait typiquement que les utilisateurs iOS ont tendance à être plus émotionnels que les utilisateurs Android.
Et donc là, on peut réécrire du texte en réduisant peut-être les fiches descriptives, augmenter la taille des images, parce que la partie modification visuelle est possible aussi, on l'a vu tout à l'heure. On peut modifier les vidéos, changer l'image par une vidéo, etc., etc. On peut modifier les liens aussi, typiquement on peut changer le tunnel de vente habituel, soit pour le faire accélérer, soit pour le ralentir, selon le besoin de l'utilisateur. Et le dernier cas d'usage qu'on a ajouté très récemment, c'est le fait de lancer un chatbot. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas forcément innovant en soi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter le contexte de navigation au chatbot. Donc, pourquoi pas lui expliquer quel a été le parcours utilisateur pour arriver à un point particulier du site, qu'est-ce qu'il a recherché comme sujet en particulier, qu'est-ce qui l'intéresse, comment est-ce qu'on peut l'aider, comment est-ce qu'on doit s'adresser à lui. Parce qu'encore une fois, on peut réécrire le texte en se basant sur un certain type de vocabulaire, employer un certain ton, tout ça on peut l'exploiter aussi dans un chatbot. Et encore une fois, il y a encore plein de possibilités différentes de ce côté-là. Je serais ravi d'en discuter plus en détail, parce que c'est un aspect technique, il y a plein de choses à dire et plein de choses à voir à ce niveau-là. Et c'est tout pour la présentation. Donc, je vous remercie de votre attention et je serais ravi d'en discuter un peu plus en détail si vous avez des questions.